direct depuis la conférence européenne de la réduction des risques à Bâle. Radio FMR. Radio FMR, bonjour. Nous revoilà. Et oui, FMR, rien n'est jamais définitif. Car une question est restée dans l'air, justement. Une question des plus cruciales, qui touche la réduction des risques. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Parce qu'en fait, je suis entourée de plein de gens qui viennent de se régaler de plein de bonnes choses. C'est peut-être ça qui les rend comme ça, muets et discrets. On digère. Ils digèrent, pourvu que ça ne dure pas trop. Donc Radio FMR décide de revenir car elle aimerait bien avoir quelques informations sur cette question de réduction des risques. Déjà parce que si on regarde ce qui a été fait par les autorités jusqu'à présent, le résultat est absolument lamentable. En plus, il y a certainement des sommes qui partent là-dedans qui sont phénoménales et on se demande en fait exactement à quoi elles sont utilisées. Donc, on aimerait savoir où est l'argent et qu'est-ce que propose le gouvernement et les autorités pour la réduction des risques. Et si possible, avec toutes ces personnes qui sont autour de moi, avoir une proposition claire à proposer. Moi, je veux qu'on me donne 2 balles. Bon, le Clodo, là, on t'a pas demandé, hein? C'est moi qui donne la parole. De toute façon, la solution, elle va pas être si simple. Elle va être fine de nouveau, elle va être financière. Je pense que si les choses sont comme ça, c'est parce qu'il y a des grands de ce monde qui veulent qu'elles soient comme ça. Et puis déjà là, c'est mal parti. Maintenant, je pense que même à un autre niveau, on peut aider les choses. Et puis je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut au moins qu'on avertisse les gens de ce que nous on sait. Et c'est plutôt un truc qui donne des trucs. Des trucs qui donnent des trucs, quoi. Par exemple, on parle de risque. On parle de quoi comme risque? On parle de risque de choper une maladie, on parle de risque de la soigner, on parle de risque d'arrêter le produit, on parle de risque pourquoi? On sait ce qu'on se consomme déjà, je crois qu'on sait même pas ce qu'on consomme. La dope, moi quand je prends de la dope, elle est tellement dégueulasse, je dois mettre des dormis dedans. La coke, j'en prends plus parce qu'il y a trop d'éphédrine, elle me fait vomir. Alors voilà, je pense qu'il y a du travail à faire, je pense que... Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a une fois durant ton parcours, je ne sais pas de combien d'années il se compose, ou combien de mois, est-ce que quelqu'un t'a une fois fait une proposition qui tient la route afin de réduire les risques, ne serait-ce qu'au niveau déjà médical, donc de ne pas attraper toutes les maladies que l'on peut attraper en s'injectant des produits? À l'époque, c'était pas vraiment mon problème. Moi, mon problème, c'était le risque, c'était pas les maladies, des trucs comme ça, c'était ce que j'allais avoir dans ma cuillère, donc je m'en foutais un petit peu. Après, c'est vrai que j'ai plutôt choisi ces endroits et puis ces institutions pour ce qui pouvait m'amener sans réfléchir aux conséquences des problèmes qu'il pouvait y avoir. Et puis, c'est à la longue qu'on apprend ces choses-là et puis on se crame. Généralement, des fois, les erreurs, on les a déjà faites. Et je pense que la formation devrait venir avant. On devrait savoir, quand on se met à une cure de métac, nos os et puis nos cellules sont bouffées, quoi. Et ça, voilà, c'était justement ma question, à savoir si une fois durant ton parcours, tu avais été informé des risques. La méthadone. Non, on m'a fait signer un papier comme quoi si je vendais ma méta, j'allais être châtié sur la place publique. Non, il allait y avoir des sanctions au niveau légal sur mon traitement. On m'a plutôt parlé de ce que moi j'encourais si je suivais pas la lettre, ce qu'il y avait sur le contrat, plutôt que des dangers de la méthadone. Et puis, on m'a même pas parlé d'autres moyens de substitution. On m'a pas parlé de Subutex, on m'a pas parlé de tout ce qui existe. De moyens naturels non plus en tout cas pas. Eh bien, merci beaucoup. Je vais donner la parole à... Oui, salut. Bienvenue. Merci. J'espère que le repas t'a plu. Oui, c'était pas mal, en effet. Je me suis gavée de poisson, enfin de saumon, c'était très bon. On verra bien. Un peu de champagne, ça aurait été pas mal, hein, mais oui, bon... ça ne pas tout avoir dans la vie, je crois. Dis-moi, t'as une question pour moi? Oui, que penses
gères-tu ou comment vis-tu ou comment te ménages-tu la réduction des risques dans ton parcours? Ou comment as-tu et le fais-tu maintenant plutôt? La question serait un peu pertinente. J'ai un peu de peine encore à la comprendre, vraiment. Donc, Bah, le risque, c'est que j'ai pas de garrot, tu m'en donnes un, s'il te plaît. Oh mais tais-toi, J'ai encore besoin d'un toi! exemple. Oh le clodo! On aidez-moi, lui a s'il dit de vous se plaît. C'est quoi la taire! réduction des risques? Est-ce qu'une fois quelqu'un Oui. t'a informé des risques que tu encourais, Écoute, que oui. ce soit... Oui. Quand j'ai commencé malheureusement cette cochonnerie, les boîtes flash existaient déjà, il y avait déjà des intervenants de rue. Donc oui, je savais qu'on pouvait attraper par des shoots, enfin seringues, l'hépatite A, B ou C, même toutes celles que je n'aime pas. Voilà. Si je peux répondre à ta question. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et si vous voulez deux maladies, j'en ai, hein. Ah bah voilà, eh ben monsieur... Moi, je m'appelle John. Je m'appelle John. John King. Très bien, nous allons passer à quelqu'un d'autre. J'ai un consommateur à côté de moi qui va se présenter lui-même. Anonymous. Très bien. Oui, pour moi, le plus grand risque, ça va être comment trouver la dose de demain, la qualité qu'elle va avoir, et puis comment trouver les thunes pour la payer. Puis si les flics vont te la choper. Et puis, ouais, si j'aurai le temps de la consommer avant de me faire arrêter, quoi. Ou me faire balancer par quelqu'un. Mais concernant la réduction des risques, tu as toujours obtenu toutes les informations dont tu avais besoin afin de limiter plus possible les dégâts? Au début, non, aucune. C'est à l'époque qu'il n'y avait pas d'informations, ils ne donnaient pas de seringues dans les pharmacies. Donc pour ça, c'est beaucoup amélioré, question hygiénique. D'accord. Bah moi je me rappelle quand j'étais en 4e année, je volais des seringues, des aiguilles qu'il y avait parce que ma mère travaillait en pharmacie, puis mon père était médecin, puis je les vendais parce que les gens n'avaient pas de seringues. Les temps ont changé, c'était en 4e année, j'ai 41 ans. Maintenant, on prenait des seringues chez les paysans, et puis que la vache avec, et puis Ah ouais, pas mal. Purée C'est l'aiguille. pas un peu gros comme aiguille. Oh mon Dieu. c'est des grosses aiguilles, ouais, 5 cm. Oh mais tu t'envoyais quoi? Enfin, Un cheval, quoi. Un décide que t'as mis par jour. Il faut pas enfiler tout l'aiguille, quoi. Ah bah tu m'étonnes, tu le traverses. non, pas tout le... Tu t'es jeté dans sa stigmate. Ah, il est excellent. Bon, eh ben, on ira visiter ces paysans si jamais. Eux, ils vont bien? Ou, et les vaches, ça va? Ils survivent aussi? Ils sont bons. En plus, on a des antibiotiques gratuits. Elles les ont gratuits. Ah, pourquoi tant de haine? Je savais bien qu'il y avait une médecine à deux vitesses. Mais bon, eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage fort intéressant. Et monsieur, Oui, je suis très heureuse que vous soyez venu à l'invitation de Radio Éphémère qui Et moi de même. reprend. reprends gentiment. Et je vous pose la même question par rapport à la réduction des risques. Qu'est-ce que, dans votre parcours ou même hors de votre parcours, qu'est-ce que vous en pensez ici en Suisse? Alors, comment dire? L'époque où j'ai consommé, j'avais fait le choix de ne pas utiliser la seringue. Parce que du coin de je viens, du côté de Fribourg, il y a très peu d'infrastructures. On parle entre 93 et 96, 97. Ça se met très gentiment en place. Il y a quand même une prévention par le biais de la presse, écrite, des articles, certains pas de travailleurs centre. de rue, Il n'y a mais pas de centre.
À l'époque, il n'y avait pas de centre d'injection, il n'y avait pas de... Je ne sais même pas si on peut obtenir... Bon, je ne me suis jamais intéressé si on peut obtenir des boîtes flash en pharmacie, je ne m'étais jamais posé la question. Vu que je sniffais principalement et fumais, je nettoyais mon matériel, je le jetais à la poubelle pour éviter de laisser traîner à gauche à droite, déjà à l'époque. Donc, les personnes le font discrètement, sans se faire remarquer par les forces de l'ordre ou par les citoyens, pas de problème. Mais il ne faut pas laisser traîner de merde. Parce qu'alors là. Évident. Parce que là, les gendarmes sont. On ne voit pas, on n'intervient pas. Et si ça c'est, ils ne lâchent pas l'affaire. D'ailleurs, habitant sur Lausanne depuis quelques années, c'est vrai que quand il y a eu la votation sur le camp d'injection, j'ai voté oui. C'est une structure qui est nécessaire à mes yeux. Oui. Le fait qu'ils ont enlevé les distributeurs de seringues, je trouve ça très négatif. Voilà, c'est deux choses. Parce que même moi-même, me baladant en ville, en utilisant les toilettes publiques, tomber sur une seringue, c'est pas toujours top. Alors, moi je sais ce que c'est, mais un gosse de nouveau. Et malgré tout ça, le local d'injection n'arrive pas à passer la rampe à Lausanne. C'est quand même. C'est lausannois, je crois qu'on dit non. Exactement, cette votation communale, c'était refusé par la population C'est lausannoise, les ce qui est bien regrettable. C'est les Vertes qui ont dit non. Je crois que c'est Joyeusement une voie à suivre pour la réduction des risques à mes yeux, de légaliser, c'est la criminalisation, ce qui arrêterait peut-être aussi la criminalité et la problématique liée à la consommation. Distribuer des pailles à l'école aussi. Il va y avoir de la qualité dans la rue qui soit suffisante pour que ça soit pas Pfizer ou Roche qui se mettent vachement dans la poche, mais c'est ça qu'on met. Pourquoi dans la rue? Ouais, pourquoi dans la rue? Oui, une légalisation, magasin, la personne est majeure, la personne c'est des majeurs, physiquement et civilement, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de consommer. Hein. Voilà, je veux dire, parce que bon, d'un côté on parle de la réduction des risques, mais après il y a aussi l'autre question, pourquoi est-ce que pour certaines choses on parle de toxicomanie et pour d'autres choses on parle d'addiction? Pourquoi est-ce que quand on est addict, c'est chic et on peut le dire en levant le petit doigt au milieu de personnes se disant bien pensantes et qui ont du poids dans les décisions qui sont prises avec l'argent qu'on paye ou qu'on ne paye pas avec nos impôts. Après, qu'est-ce qui est une addiction? Parce que, je vais dire, si on commence, on peut passer du café au chocolat, au sexe, au jeu, mais il y a quand même une injustice criante entre être addict et être toxicomane. Il y a une différence. Il y a une différence de considération qui est absolument injuste. Tout à fait, moi je peux me bourrer la gueule le soir, rentrer à la maison, taper ma femme, et puis je suis bien vu par mes voisins. Mais c'est comme ça la mentalité. Ah ouais, mais ici ça changera pas. On va pas, avec toutes les vignes qui sont plantées partout, on va pas arrêter de planter des vignes qui mettent du chanvre partout. Radio FMR. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de considération avec certains toxicodépendants ou polytoxicomanes. Bref, je m'explique. Pas assez de soins, serait-ce le manque de personnel ou personnel qualifié? Certains patients ne sont pas pris au sérieux, même que certains viennent pour des demandes telles que pour arrêter la cocaïne et on leur prescrit quoi? De la méthadone. Soit arrêter de fumer du hash et on se retrouve avec des neuroleptiques. Y a-t-il une logique à tout ça? Pas assez d'informations et surtout très peu de prévention. Alors, salut, on est deux personnes du Québec de l'Association québécoise de promotion de la santé des personnes qui utilisent des drogues. Donc, moi, c'est Jean Bruno. Moi, c'est Mumu. Alors, on vient vous parler un peu de qui on est, nous. Donc, on est un groupe par et pour de personnes qui consomment des drogues. Et puis, on évolue, en fait, dans l'entièreté du Québec, principalement dans certaines villes, dont Montréal, Québec, Gatineau.
Outaouais. Oui, Gatineau en Outaouais. En Abitibi, c'est Rouyn, Noranda. Et puis, dans les Laurentides, il y a Saint-Jérôme. Donc, en fait, nous, on fait le journal également. On a 2 activités principales. On fait un journal qui s'appelle L'Injecteur et on a aussi un groupe politique revendicatif de gens qui consomment qui s'appelle l'ADIC. Et ça, c'est l'Association pour la défense et l'inclusion des personnes qui consomment des drogues au Québec. En fait, nous, notre projet commence en 2005. En 2005, il y a une association communautaire qui s'appelle Cactus Montréal, donc qui fait l'échange de matériel, la réduction des risques, qui est également un centre de jour, qui décide de fonder un journal. Le journal, la particularité, c'est qu'il est fait uniquement par des personnes qui consomment des drogues. De base, il s'adresse surtout aux gens qui consomment par injection et inhalation. Il faut dire que nous, au Québec, 90% à peu près des gens qui s'injectent, c'est à la coke. Il y en a beaucoup aussi de gens qui fument le crack. Donc, c'était surtout pour cette population précise. L'idée de départ, c'est que les services de santé conventionnels, quand ils font des messages de prévention ou qu'ils veulent s'adresser aux gens qui consomment, eh bien, ça passe pas. Leurs différentes informations, leur façon de vulgariser les informations, ils sont hyper loin du langage de rue. Et le visuel aussi qu'ils utilisent, c'est un visuel d'hôpitaux ou de santé publique. Ce qui fait que les gens, ils sont pas vraiment intéressés par ce message-là. Alors que les personnes qui consomment ont le plus haut taux de prévalence du VHC puis du VIH, c'est les populations qui sont les moins rejointes. Donc, l'idée du journal, en fait, c'est de dire, donnez-nous le mandat de faire la promotion de la santé, de faire de la réduction des risques, de faire de la défense de droits. On va le faire à la place des services de santé conventionnels, parce que nous, on vient de ce milieu-là, on connaît le langage du milieu, et on va faire un visuel et un cachet, en fait, qui va parler aux gens. Donc, ça commence comme ça en 2005. En 2009, les gens se disent, c'est bien beau donner de l'information, mais c'est assez difficile de donner de l'information à quelqu'un qui a 1001 autres priorités dans sa vie, entre autres de ne pas se faire arrêter par les flics, de se faire revirer de se faire revirer à l'urgence parce qu'on le considère comme un sale tox. Et on s'est dit, écoute, avant de réussir à convaincre les gens, de les écouter et tout ça, il faudrait minimalement qu'on défende nos droits ensemble collectivement. Donc en 2009, c'est l'ADIC. C'est le côté, je vous dirais, revendicatif, politique. Rien à notre sujet sans nous. Usagers de drogue, ni malades, ni coupables. Et puis, on décide nous-mêmes d'aller voir tous les gens qui, de près ou de loin, ont affaire avec les gens qui consomment en leur disant, maintenant, vous ne pouvez plus passer à côté de nous. On est incontournable. Et on part, en fait, comme principe que toutes les questions, quelles qu'elles soient, qui touchent au milieu de la consommation, les gens qui consomment, ils doivent être là. Et là, on parle même des services, on parle dans l'élaboration des services, dans la gestion des services, dans l'évaluation des services. Il n'est plus question qu'on soit perpétuellement médicalisés, considérés comme des bénéficiaires, alors que nous, pourtant, on est des gens qui ont 1001 parcours. Et surtout, on a une expertise, on a une connaissance du milieu que les gestionnaires et les médecins et les autres politiciens ne pourront jamais avoir. On part du principe, en fait, que la drogue et ce qui se passe, tu le sais quand tu le fais, pas quand tu le lis dans des bouquins à l'université. Donc, on est toujours sous l'égide de Cactus Montréal, qui est une association, mais qui, en tant qu'association communautaire, qui est gérée d'ailleurs par des gestionnaires, par des intervenants et autres, c'est quand même eux un peu qui dirigent la chose. Donc, on décide de dire, écoute, c'est bien beau de faire du pari pour, mais du vrai pari pour, en fait, il faudrait qu'on le gère nous-mêmes de A à Z, pas dans un contexte où c'est une association qui gère notre truc. Donc, on commence à faire des discussions pour parler et autres. Et en 2010 ou 2011, je ne suis pas certain, on décide de s'autonomiser et de dire, maintenant, nous sommes l'association à nous-mêmes, au complet. On ne veut plus de tutelle, en fait. Et après un an, on était mis à l'épreuve, en fait, pendant un an, où on a un peu géré nos budgets à notre place. J'imagine qu'ils avaient peur qu'on prenne la thune puis qu'on se défonce. Mais ils ont laissé, je vous dirais, un an peut-être avec supervision d'un organisme extérieur. Et après qu'on ait fait nos preuves, mais ils ont dit, c'est cool, les subventions, c'est à vous. Vous faites les demandes de subventions, vous gérez vos budgets, vous faites vos trucs, vous êtes un groupe à part entière. Et donc, on avait toujours les deux groupes, le journal, l'Injecteur et le groupe politique, l'ADIC. Et on a décidé, puisque Cactus Montréal n'était plus là, on a créé ce qui est devenu l'ACPSUD, donc tout simplement l'association, en fait, qui gère ces deux projets-là. Et on a une équipe, en fait, assez motivée, je vous dirais. On s'est rendu compte, en fait, que les gens, tant qu'on leur laissait de la place, tant qu'on leur laissait la possibilité de pouvoir s'impliquer, ils étaient prêts à la prendre. Alors, on s'est dit, écoute, c'est cool, on fait de l'information, on fait de la défense de droit, un groupe politique, on fait de la revendication. Et maintenant, on s'est dit, écoute, on n'arrête pas de dire qu'on est des experts, en fait. Mais, minimalement, il faudrait que le système nous reconnaisse comme experts. À chaque fois qu'on a des rencontres ou des comités où on parle de la drogue, le médecin autour de la table, il est payé.
Le représentant de la Ville de Montréal, il est payé. Le représentant de la santé publique, il est payé. Et l'intervenant, il est payé. Et t'as la personne de l'ACPSUD, le TOX, qui, lui, était pratiquement bénévole. Alors, on s'est dit, non, si vous voulez qu'on ait des experts, mais nous, on va l'avoir là-dessus aussi. Et donc, on a décidé de ramasser, de demander des subventions pour avoir de l'argent. Et à chaque fois qu'il y a un comité, une rencontre, un débat, quel que soit sur la drogue, nous, on trouve une personne dans le milieu de la conso, parce que c'est notre milieu, et la personne, on la rémunère pour qu'elle puisse aller parler de la situation. À chaque fois, quelle que soit la situation sur laquelle on parle, on a un objectif premier. En fait, il faut que la personne vive elle-même la situation. Si on parle d'injection, c'est un de nos membres qui consomme par injection. Si on parle du matériel pour consommer une crack, nous, c'est un consommateur de crack depuis longtemps qui va être là-bas et qui va parler du matériel. À chaque fois qu'on arrive sur les différents comités, en fait, nous, on se prépare un peu à l'avance entre nous. Et à chaque fois, en fait, je vous dirais, je ne sais pas si ça se dit ici, mais on les jette par terre. Ils nous voient arriver, il va arriver des gens qui souvent ont été hyper sous-estimés dans leur vie, qui parlent des pratiques comme si c'était des spécialistes. En fait, des fois même, qui vont reprendre des gens autour de la table en disant, non, tu t'es trompé, ça c'est pas comme ça, puis c'est pas comme ça, puis ça s'est jamais consommé comme ça. On a déjà, même, je vous dirais, appris des modes de consommation à des gens en laboratoire qui avaient fait tous les tests possibles, et on leur a montré que nous, on pouvait dissoudre certaines substances, des trucs qu'ils n'avaient même pas imaginé eux-mêmes. On s'est rendu compte, en fait, qu'il il y a de l'information, il y a des connaissances dans la rue, et nous, on a envie de la faire remonter. Les gens du milieu de la santé aussi, quand ils se rendent compte qu'il y a une nouvelle drogue, qu'il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux risques, en fait, sur la rue, ils s'en rendent compte 4 à 5 ans plus tard, le temps que l'information remonte. Ensuite, ils font des avis, des colloques, des rencontres, des comités, ce qui fait qu'un autre 2 ans plus tard, ils arrivent avec un truc qui est complètement intéressant, mais qui correspond à la situation d'il y avait 6 ans. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que si vous voulez savoir ce qui se passe en live, vous nous appelez, vous nous demandez, parce que nous, on est les yeux, puis on est les oreilles, puis éventuellement, on pourrait vous aider par les informations qu'on va aller chercher dans le milieu. Et présentement, on est 10 salariés. Et puis, avec les différents membres, je pense qu'on est rendu autour de 500 membres, peut-être 460 à 500 membres en tout et partout au Québec. On commence à s'ouvrir de plus en plus dans le reste du Canada. On a des groupes frères, sœurs, comme Vendu, entre autres, qui font un peu le même truc que nous en Colombie-Britannique. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'associations de consommateurs aussi dans différentes provinces du Canada. Donc, on a envie, nous, de faire de plus en plus des liens avec eux. On veut s'ouvrir de plus en plus aux communautés autochtones. On veut de plus en plus s'ouvrir aussi aux gens qui font des teufs. On veut aussi rentrer dans les prisons de plus en plus. On veut rentrer aussi en contact avec les milieux anglophones, ce qu'on avait peut-être moins avant. En fait, on va avoir une légitimité de dire, quand on vous dit qu'on est les gens du milieu de la conso, on les représente le plus largement possible. Et voilà, dernièrement, on a fait notre premier saut en Europe. Et puis, voilà, puis on rencontre des gens comme la radio FMR. Et on se dit, juste ça, parce que pour moi, c'est dire, on a envie de s'ouvrir aussi à l'Europe, on a envie aussi de s'ouvrir au monde. Et je pense que c'est hyper intéressant pour nous, c'est hyper stimulant pour nous de voir, d'une part, que c'est cool qu'ils connaissent nos outils, qu'ils connaissent nos journaux, mais surtout qu'il y a beaucoup de ressemblances. C'est sûr qu'il y a des différences culturelles, il y a des différences de pays, des différences de culture, des différences de substances, des différences de lois, mais fondamentalement, selon moi, en tout cas, les trucs sont hyper semblables. Radio éphémère. Radio éphémère est une radio communautaire créée en 1213 dans la perspective d'élaborer une information parallèle à celle donnée par le canton de Vaud sur les risques liés à l'hépatite C, risque fortement méconnu. Donc, pour ce faire, et sans prétention tout en étant tous persuadés de l'importance de notre mission, nous avons récolté des témoignages de personnes touchées de près par cette maladie à qui on ne donne que trop rarement la parole. Grâce au travail effectué de mai à septembre 2013, nous avons pu enregistrer 4 émissions radio d'une demi-heure chacune. Et quoi ? Éphémère ? Donc fini ? Alors ? Tellement de questions ouvertes. Pourquoi la méthadone ? Alors qu'il y aurait des produits naturels, moins destructeurs, qui pourraient permettre aux personnes de voir la sortie du tunnel, alors que la méthadone est un moyen de mettre un collier au cou des toxicomanes et de les empoisonner avec un produit dangereux dont beaucoup n'ont pas le courage de se sevrer car les effets secondaires sont des plus trash. Et pourquoi ne pas faire de la distribution d'opium pur, qui est beaucoup moins nocif que la majorité des antidépresseurs. Enfin bon, voilà, je vais me taire. Radio éphémère devait être éphémère,
faire. Et ben non, elle continue. Et en plus, avec les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui, ça nous donne juste encore plus d'énergie. À bientôt. Héroïne, Crack, crack, cocaïne, Morphine, ecstasy, marijuana, méthadone, tranxilium, Tranxilium, dormicum, vodka, tabaco, sport, Champions League, doping, fashion, sexy, pornography, fast food, televisión, internet, gasolina, benzine, credit card, trabajo, dinero, benefits, Addiction. Addict. yo soy, vodka, yo soy adictiva.